n'en avait encore jamais connu. Il aspergea son visage avec l'eau glacée du robinet qui sortit dans un jet tellement puissant qu'il en mit sur les manches de son costume et sur sa cravate, ornée de petits avions biplans. Alors, il se mit à s'insulter avec déraison pour soulager l'Antoine qui le regardait. Il entra en furie contre lui, contre les autres, contre le monde. Il commença à s'asperger entièrement, à jeter de l'eau contre le miroir, à cracher sur le reflet de son visage. Il aurait voulu devenir tout petit, n'être plus rien. Il laissa glisser son dos contre le mur, sous le sèche-mains automatique qui se mit en marche, et s'assit à la vietnamienne, le visage boursouflé de larmes perdu entre ses mains. À ce moment, il entendit le loquet des toilettes se déverrouiller avec lenteur et sentit la porte en stratifié s'ouvrir timidement. Alors qu'il n'avait toujours pas levé la tête, et après un temps qui lui parut une éternité, il entendit la voix de Raghav, cette voix si particulière avec son accent anglo-indien que les femmes trouvent si délicat, si charmant, cette voix aux accents veloutés lorsqu'elle entrait en négociation, cette voix qui savait s'imposer en toutes circonstances avec habileté, simplicité et fermeté. « Si je peux t'aider en quoi que ce soit, Antoine, n'hésite surtout pas. » Le coup fut sec et brutal. Antoine sentit ses tempes battre à toute allure. Un afflux de sang violent envahit sa tête avec une rapidité inexplicable. Il étouffait au fond de lui-même, comme s'il avait avalé par le trou du dimanche. Il était à deux doigts de vomir, et pour ne pas sombrer dans la déchéance, il fit un signe négatif de la main afin que Raghav le laisse tout seul. Légèrement sadique, Raghav insista. « Tu es sûr ?» C'en était trop. En quelques secondes, les idées les plus sombres hantèrent l'esprit d'Antoine. Il se voyait déjà achever l'importun à coups de hache, au milieu d'un stand de jouets, entouré de gamins réjouis par la perspective de la mort de celui qui ne voulait pas leur donner le jouet dont il raffolait. Raghav, ce salaud qui n'avait eu de cesse de lui poser les questions les plus vicieuses. Raghav, ce directeur financier qui avait passé son temps à le déstabiliser, à ridiculiser sa proposition sur les nouvelles orientations de la société. Raghav, enfin, ce pervers qui aime anéantir pour le plaisir d'anéantir. Antoine ne bougea pas, comme pour éviter les dégâts. Quand Raghav sortit, Antoine, liquéfié, se releva avec peine. Il ne ressentait plus de colère éruptive, mais plutôt une colère froide, chargée de rancune. Il se regarda à nouveau dans la glace, se trouva minable, et quitta la pièce avec le sentiment de s'extirper d'une fange à cochon. « Je suis pitoyable, » se dit-il. « Comment pourrais-je continuer ma journée ?» Antoine prétexta un rendez-vous commercial pour s'extraire du bureau. Il sortit sur le parvis de la Défense et sentit comme un immense soulagement. Sur cette esplanade, il se sentait chez lui. Il connaissait toutes les boutiques et avait de vraies accointances avec certains commerçants. Il décida néanmoins de quitter son lieu et de descendre vers Neuilly. Bien qu'il ne fût que 3 heures de l'après-midi, il entra dans un pub qu'il affectionnait particulièrement, le St. John's Irish Pub. Ce pub lui rappelait le temps où, jeune étudiant, il avait bénéficié d'un échange Erasmus avec le Trinity College de Dublin. Il en avait gardé un sentiment de liberté d'autant plus fort que la Smithwick's et la Kilkenny coulaient à flot, au cœur même de ces antres irlandais aux parquets poisseux et aux senteurs de goudron. Ah, ces antres de goudron! Il les appelait ainsi car il avait toujours fait un rapprochement immédiat entre l'odeur de la bière séchée sur les verres, cette odeur écœurante et nauséabonde, et l'odeur forte de goudron des coopératives maritimes. Et puis, il y avait la Guinness. Cette bière de révérend père avait la particularité de lui mouler l'estomac comme le goudron versé sur les cordages de bateaux. De nos jours, en France, il était devenu rare de pouvoir bénéficier d'un tel breuvage à la tireuse. Les canettes équipées de floating widget avaient permis au café de vendre la stout avec des qualités similaires à celles qu'elle a en pression. Similaires, se dit Antoine. Ça ne vaut rien. Il regretta un instant sa jeunesse, mais se reprit dans un sursaut de résilience quasi compulsif. Pourtant, à cet instant de la journée, il se serait bien dilué dans les vapeurs de l'alcool avec l'aide de l'amertume du houblon irlandais. Toutefois,
Il pensa que viendrait le moment où tous les consultants d'EY entreraient étancher leur manque d'empathie avec le monde, s'imaginer un monde où ils pourraient être pardonnés de tous les problèmes qu'ils initiaient dans les entreprises. Pire, décharger leur stress entre collègues autour d'une pinte, objet transitionnel qu'ils doubleraient pour se conforter dans l'idée qu'ils ont bien raison de penser ce qu'ils pensent de leur patron et de leurs clients. Antoine se sentit sur une mauvaise pente. Il se leva brusquement, salua les quelques consommateurs et la serveuse de service qui ne le regarda même pas. Il marcha vers le parking pour prendre sa voiture. Alors qu'il se trouvait sur le point de prendre la 14 pour rentrer chez lui, il bifurqua et se dirigea vers le pont de Neuilly pour rejoindre le périphérique. Il avait un jour entendu que, les jours de déprime, Johnny Hallyday enfourchait sa moto et Laetitia, montée sur l'arrière, faisait plusieurs tours de périph'. Antoine brancha son iPhone sur l'équipement Bose de son Audi Q3 et se mit à fond le pénitencier, chanson qui lui semblait particulièrement adaptée à son état d'esprit. À cette heure de la journée, le périphérique était plutôt fluide. Après 3 tours de piste, il sortit de sa torpeur et roula, le ventre happé par le vide, en direction de son domicile. Chapitre 2. Allô, maman? Tu vas bien depuis hier? Oui, c'est moi, qui veux-tu que ce soit? Oui, de notre côté, tout va bien. Les filles sont encore à l'école. Non, elles ne sont pas rentrées, mais Oscar, lui, est en pleine forme. Il a fini sa sieste, je l'ai levé. Oscar, dis bonjour à ta grand-mère. Viens ici, mon chéri. Yolanda tendit son téléphone portable à l'homme minuscule qui rampait en souriant vers elle, bavant sur la moquette du salon. Décidément, il faudrait déménager. Elle n'en pouvait plus de cet appartement vieillot. Ces derniers temps, tout l'insupportait. C'était comme cette table basse que ses parents leur avaient offerte au début de leur mariage. Elle y tenait parce que c'était eux, mais vraiment, quelle mocheté. Ce truc aux pieds dorés avec un plateau vitré, non mais vraiment. En plus, les coins pointus sont dangereux pour Oscar, pensa-t-elle. C'est vrai qu'Antoine est totalement inconscient lorsqu'il se pique de montrer qu'il est un bon père en balançant Oscar par les pieds au-dessus de cette horreur. Un jour, il arrivera un malheur, c'est sûr. Il ferait mieux de m'aider vraiment, parce que, si on est honnête, qui fait tourner la baraque? C'est Bibi. Oscar tenta de se mettre debout et menaça d'envoyer le vase par terre. Elle se précipita à temps avec un grand cri. « Mais rien, maman, c'est Oscar qui a failli se tuer. Heureusement que j'étais là. Ce bébé me rendra folle. » Comment? Oui, je disais que ce bébé me rendra folle, répéta-t-elle pour couvrir les pleurs du nourrisson que le hurlement de sa mère avait terrorisé. Attends, je remets Oscar au lit, comme ça on pourra parler. Poser le téléphone, prendre Oscar dans les bras et filer dans sa chambre pour déposer le chérubin ne prit que quelques instants. Bon, me revoilà. Alors, où en étions-nous? Ah oui, je te disais qu'Antoine avait bon espoir pour sa mutation en Espagne. Il devrait faire entériner la décision par le comité de direction aujourd'hui. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Depuis le temps qu'il me fait miroiter un poste en expatriation. Moi, pendant ce temps, je suis la dernière roue du carrosse. Juste bonne à m'occuper des enfants, de la maison, à être aux petits soins pour lui, qui a une carrière à gérer, comme il dit. Mais moi aussi, j'ai un boulot. Moi aussi, j'ai une carrière. Tu sais, je me dis souvent que j'aurais dû vous écouter, toi et papa, avant notre mariage. Si, bien sûr, j'ai des satisfactions, mais... En fait, pour être honnête, elle aurait bien aimé donner plus de temps aux enfants. Elle n'avait pas vu grandir les filles. Et Oscar, qui avait déjà 18 mois, 41 ans, scotché par 3 enfants et un mari qui faisait ce qu'il pouvait. C'est ça, il faisait ce qu'il pouvait. Quel con! Non, le pauvre. En fait, il faut dire que dans sa boîte, il n'était pas aidé. Heureusement qu'il y avait ce poste en Espagne. Mais elle, comment se sentir vivante dans un tel carcan conventionnel et bourgeois? Tout était étriqué dans sa vie. L'appartement était étriqué, sa carrière était étriquée, même ses chaussures étaient trop petites. Vraiment, la vie est moche, pensa-t-elle en réfrénant une envie de fracasser la table avec le vase. Mais comme toujours, elle ne fit que le vivre en pensée. Cela ferait trop de peine aux parents. Elle eut alors un sourire intérieur et sentit des larmes monter. « Que disais-tu, maman » dit-elle en quittant ses pensées. « Non, non, ce n'est pas ça. Antoine est vraiment gentil avec moi, mais j'aimerais... Je sais pas, moi...
qu'il soit plus... Plus quoi, d'ailleurs?